Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Non, toi. Non, toi. Non, toi. Allô, Joël. Allô. Tu sais, nous autres, c'est le contraire des. Tu sais, deux adolescentes avec leur téléphone, puis ils jouent avec le fil. Ils font non, toi pour se dire non, bye. Non, toi, raccroche. Nous autres, c'est non, toi, commence une conversation que ça ne tente pas d'avoir. Ça va? Ben oui. Et oui. Eh oui. Ben oui. OK. Hey, le dernier épisode, là, on a tellement coupé ça court sur ta création que je me suis dit, en commençant aujourd'hui, là, finissons ce qu'on a commencé. Il y avait 6 profils de personnages que tu nous présentais pour Valterreur, pour le jeu de rôle de Valterreur. Puis dans ces 6 profils-là, on en a regardé 4 comme du monde. Le 5e, on a jumpé dessus, puis c'est correct, là. Un petit saut rapide. Mais le 6e, on n'a même pas eu le temps de dire qu'il existait. Là. Le disciple de l'Arcouranger. Ouais. Parlons de ça avant d'attaquer le cœur de l'épisode. Oui, OK. Dans le fond, j'étais à la recherche d'un 6e personnage. Puis je tenais à puiser dans ce qu'on avait déjà, dans ce que j'avais créé, puis de ne pas ajouter quelque chose de nouveau. Je pourrais créer 6 nouveaux backgrounds, puis c'est des affaires qu'on n'a jamais vues. Ouais. Mais je voulais aller chercher dans ce qu'on avait déjà. Puis ce qu'on avait déjà, pour moi, c'était l'Arcourang. Fait que, les disciples de l'Arcouranger, c'est une sorte de culte. Des chasseurs d'Arcourang? Ouais, mais c'est comme une genre de relation un petit peu contradictoire avec leur foi. Là. C'est comme s'ils vénèrent l'Arcourang, mais comme étant un pourvoyeur de... Je sais pas si tu vois un petit peu ma contradiction que l'objet de ta vénération, c'est l'Arcourang comme étant quelque chose de divin, mettons. Là. Ouais, mais en même temps, en tout cas, ce que je lis là-dedans, c'est que la seule chose qu'ils veulent faire, c'est chasser. Ouais, c'est ça. Ça fait penser à l'assassin de John Lennon. Ah, OK. Ça me fait penser on s'en va là. Non, mais le feel de quelqu'un qui vénère tellement, qui est tellement fanatique, qui veut être associé avec lui. Je sais que je suis en train de parler de la vraie vie puis de vraies personnes, mais là, on est dans la construction, mais on dirait que ça vient me chercher dans le même mood. Il veut absolument être associé au goulot volant dans sa plus simple expression. Puis si ça veut dire en tuer un, ça va être ça. C'est un peu ça. C'est bizarre, hein? Parce que l'Arcourang, c'est un super prédateur, puis c'est le chasseur à son meilleur. Les disciples de l'Arcouranger émulent cet archétype-là en étant eux-mêmes d'excellents chasseurs, puis le summum, ce serait d'abattre un Arcourang. Pour ceux qui connaissent pas tant bien nos univers, l'Arcourang, c'est quoi, Julien? C'est un genre de blaireau volant géant qui plonge des cieux pour dévorer les gens. Puis est-ce qu'il dévore avec une bouche normale ou avec une bouche dont les 2 commissures sont munies de petits bras qui nourrissent les choses dans la bouche et qui les mettent dans la bouche? B? Ben OK, oui. Parfait. Fait que ton disciple de l'Arcouranger, ça me pose tout de suite la question, mais c'est quoi l'Arcouranger? C'est-tu quelqu'un qui est comme l'espèce de grand prêtre de ça? Ouais, c'est ça que j'ai en tête. Puis en fait, je me trouvais drôle de faire le jeu de mots à Ranger. Là. Ah, Ranger. Je l'ai même pas vu, ce jeu de mots. Je sais, il est tellement pas bon. Mais. Tellement pas bon que les gens passent par-dessus en disant c'est impossible que Julien ait fait ça. Julien vaut plus que ça. Mais des fois, quand on écrit, il y a une sorte de transe qui s'installe parce qu'il faut créer absolument. Là. Ouais. Fait que, c'est ça que ça donne. Fait qu'il y a une T'as encore des problèmes de sommeil, hein? Tu dors pas beaucoup, puis là, tu nous fais de l'Arcouranger en pensant que c'est un jeu de mots. Non, mais tu le voyais. Ranger? Non, je le vois là. Okay, ouais. Je l'ai jamais vu avant. Là. On peut demander au public, on va vous faire un sondage sur Discord. L'Arcouranger. Qui avait vu le jeu de mots dans Arcouranger? Fait qu'il y a une cape de fourrure. Ouais. OK, en fait, c'est bon qu'on prenne du temps pour parler de ça parce que j'ai joué un jeu récemment qui s'appelle... C'est une série de jeux. Ça s'appelle Monster Hunter. OK. Une grosse série de jeux. Je pense qu'ils sont rendus comme à 4-5 jeux puis ils ont comme différentes séries en parallèle.
Le concept, c'est un jeu vidéo. Hein. C'est un jeu vidéo. Ouais. Le concept, c'est que tu traques des monstres dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monstres. Puis, en traquant ces monstres-là, tu peux comme récolter les fourrures, les peaux, les griffes, les dents. Ouais. Puis, tu peux te fabriquer du meilleur équipement avec ça, des meilleures armures, des meilleures armes. Puis après ça, tu chasses quelque chose de plus gros. Ouais. Donc, le loot, c'est des matières premières. Exact. Carrément. Je veux dire, je comprends que c'est un jeu, mais c'est comme la vraie vie quand t'es nomade ancestral. Oui. C'est juste que tu te fais pas nécessairement une armure. Quand t'es trappeur ou quand tu fais la traite de fourrure. Mais, ouais. Fait que dans ma tête, la fourrure d'un arc-ourang, ça a des propriétés, tu sais. Ouais. Fait que lui, il a cette cape-là qui probablement qui vient. Je pense pas que ton personnage a déjà tué un arc-ourang, mais je pense que c'est un leg de ta foi. Mais c'est tellement gros, un arc-ourang, qu'il y a plusieurs fourrures à grosseur de disciples là, que tu peux faire avec ça. J'imagine qu'il y en a une qui a été tuée à Manif il y a 10 ans, puis il y a une centaine, peut-être une vingtaine de... Mais moi, je le voyais vraiment comme un cosplayer d'arc-ourang. Fait que je veux qu'il y ait la tête. Je veux qu'il y ait l'air d'un arc-ourang, quelqu'un de cachant en dessous d'un arc-ourang. Mais s'il y a la tête, puis c'est une vraie tête d'arc-ourang... C'est immense. Là. Mais non, mais ça, il peut pas le porter. C'est bien trop gros. Je sais. Ah, un arc-ourang juvénile. Peut-être, ouais. Bonne idée. Ouais. Fait que, ouais. Il y a des pièges, il y a une arbalète, il y a de la viande crue pour apporter un animal. Mais il y a surtout un animal apprivoisé. Qui est un goulot nanus. Là, je vois que Goulot Volans étant l'arc-ourang, Goulot nanus, c'est un arc-ourang naine. Ouais, genre, là, un même génome, mais plus petit. Puis qui est domestique. Qui est domestique, ouais. OK. Puis qui fait partie de la vie des gens de ce culte-là. Ça, c'est nouveau dans ton... Ouais, c'est nouveau. Je l'imaginais bien avec un animal qui vole, puis qui... C'est un écureuil volant, dans le fond. Là. C'est un écureuil volant. Ouais. Cool. Fait que là, le côté ranger, je le vois là, quand il y a son animal exact, companion. Puis la peau, il permet de faire comme des genres de vol plané, comme un deltaplane, genre. Il peut pas voler, il peut pas monter, mais il peut planer. Fait qu'une fois qu'il se pitch d'un précipice, il en survit, là. Ouais. Cool. Il y a Featherfall tout le temps. Il y a Featherfall. Puis ça, c'est son spécial. On se rappelle que pour chacun de tes profils, tu avais fait un truc spécial. Ouais. Bon. Fait que pour clôturer la conversation, dans le fond, tu as fait 6 profils. Toi, as-tu déjà, comme, à travers ces 6-là, as-tu celui qui est le plus fort, celui qui est le plus faible? Tu as déjà comme des opinions sur ta propre création? Non. C'est encore au chaud. Je sais que tu n'as pas eu le temps vraiment de le laisser reposer. Mais... J'essaie de ne pas avoir... Troïka ne fait pas d'égard à la balance. Porte pas égard à la balance. Comment je dis ça? En tout cas, on comprend. Oui. Mais il y a une volonté que chacun des personnages soit intéressant et le fun à jouer puis que tu sois content de l'avoir brassé. Ouais. La balance, c'est secondaire. Quand tu dis la balance... game balance. Oui, je comprends. Dans un jeu, tu veux un équilibre entre les différentes mécaniques, les différentes forces, les faiblesses. Troïka, fais pas d'effort pour que ça soit mis de l'avant. Ça va juste être... Est-ce que tu accepterais quelque chose qui est complètement brisé, complètement... Si ça sert le flavor, là, si ça sert la saveur de ton je pense personnage? pas. Je pense que si quelque chose est vraiment, vraiment cassé, là, Ouais. je le changerais. Puis je pense pas que c'est le cas dans cette situation-là. Puis même dans les 36 originaux de Troïka, je pense pas que quoi que ce soit qui est littéralement brisé, là, que voyons, ça domine sur tout le reste. Mais il y a quand même des personnages qui commencent avec que des sorts. Ah ouais? Puis il y a des personnages qui ont genre pistage, trapage, discrétion. Ouais, ils sont pas dans le même registre. Mais d'un côté, ça dépend quel genre de game tu vas vivre. Si tu es en exploration, le pistage puis le trapage vont être assez pratiques, là. Ouais. Puis pour moi, je veux beaucoup un man versus nature dans la campagne de ça. Puis je veux que l'exploration aussi soit un challenge. Mm-hmm. Fait que la topographie peut devenir un obstacle. Ça peut être une montagne, l'obstacle. Ça peut être des rapides. Ça peut être aussi que tu es sur le territoire d'un animal qui chasse. Fait que Monster Hunter m'a fait réfléchir à ça. T'sais. Oui, il y a l'arc-ourang, mais c'est l'opportunité de faire face à plein de créatures inconnues. Puis, c'est sûr qu'aussi, il va y avoir des groupes organisés de l'autre côté de la frontière, mais beaucoup de cet homme contre la nature-là ou humanité contre nature. Ouais. Pour moi, il y a un profil du chasseur de dragons qui existe, là, qui est quand même connu. Le concept du chasseur de dragons. C'est pas juste un chasseur de monstres en général. Il cherche
à tuer le prédateur, le super prédateur alpha, parce que c'est une histoire d'honneur. C'est le gars dans Jurassic Park 2, ça. Oui. OK. Oui. Ben, c'est vrai, tu as ce personnage-là, mais je pense que c'est aussi comme une classe de prestige dans Donjon 3.5, Okay. je sais pas quoi. Mais c'est quelque chose que j'ai vu à quelques reprises. Puis pour moi, ton profil de disciple de Lacouranger fait exactement ça, mais avec une saveur de fourrure. Tu sais, Ouais. il a exactement le même tempérament, le même profil, mais il va avoir un look, une façon de se comporter aussi. Tu sais, je pense à quelqu'un qui vit dans le bois, je l'imagine un peu sauvageon, un peu. Fait qu'il va pas avoir nécessairement le même background, mais à peu près la même attitude par rapport à la vie que mon run-of-the-mill Dragon Slayer. Puis il vient avec une compréhension puis un amour pour sa proie. Ouais. Un respect, tu sais. Fait que, ouais, je suis quand même content. Puis c'est lui qui est le plus comme récent parce que vraiment, j'étais arrivé à mon 6e, j'étais comme, mon Dieu, je fais quoi? T'sais? Un dé, ça a 6 faces, mais j'ai 5 idées. Ouais. Fait que j'en voulais absolument 6. Puis je pense que ça donne des bonnes choses des fois d'aller puiser dans ce que tu as déjà. Puis là, j'ai relu mes affaires. Puis j'ai fait, OK, je vais en faire un que lui, c'est l'arc-ourangue, son truc. Très cool, merci. Je vais pas te laisser jouer un arc-ourangue non plus. T'sais. Non. Ouais. Peut-être un arc-ourangue juvénile ou un goulot nanus. Avant de conclure ça, là, tu nous as présenté des règles de Valterra, tu nous as présenté des profils. T'as-tu déjà une idée? Tu vas aller où après si tu nous représentes d'autres règles le mois prochain, dans 2 mois? Ouais, je pense que je vais peaufiner ma mécanique de développement de village. Okay. On sait que Valterra, c'est un village frontalier qui est en mauvais état. Puis mon but, c'est de ramener les joueurs à Valterra le plus souvent possible puis qu'ils le fassent évoluer. Ouais. Fait que je vais étudier un petit peu mon Frosthaven. Ouais. J'avais tellement bien vécu cet aspect-là quand tu nous faisais, à l'époque, un West Marches de Valterra. On jouait dans Valterra, mais c'était pas le même Valterra du tout. Là. Mais il y avait cet aspect-là où à chaque fois qu'on revenait à la collision frontale, à chaque fois qu'on revenait dans le village avait évolué, était rendu ailleurs. Puis j'ai toujours beaucoup, beaucoup apprécié cet aspect-là. Fait que, ouais. Ouais, je vais travailler là-dessus. Je suis curieux de voir quelle mécanique tu vas mettre en place. Cool. OK. Aujourd'hui, on attaque quoi? On fait-tu une critique? On fait une critique. On fait une critique d'une œuvre récente, puis c'est vraiment dans le zeitgeist, comme quand on a fait One Piece, tout le monde a trippé, l'épisode a été téléchargé par plein de monde. Ça va-tu être comme ça ou c'est quelque chose de vieux puis tout le monde s'en fout? 1997. Ah, OK. C'est quand même récent. On est en quoi? 2002, 2003? 2024, ouais. 2024. Ouais. Ça va avoir 30 ans. Ouais, puis ça vieillit tellement bien. Alors, aujourd'hui... Oui, sur les ondes de choc.ca. Avec Julien Lefort. Et Joël Martin. Et aujourd'hui, on fait une critique de The Fifth Element, le 5e élément de Luc Besson, suivi d'un texte que je vais lire de Gadin. Excellent. On change la formule aussi. On trouve qu'on n'a pas eu assez de temps de parler de démiurgie quand on a fait les autres critiques. Je pense que le 5e élément, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Fait que plutôt que de raconter le film pendant une demi-heure, on va vraiment essayer de prendre le plus de temps possible pour parler du world building qui entoure l'œuvre. Mais on a décidé ça tout à l'heure. On en a parlé, toi puis moi, puis j'étais d'accord, mais j'ai changé d'idée. Ah, OK. Fait que je vais raconter le 5e élément pendant environ une demi-heure. C'est bon? Je vais aller me chercher de quoi boire. OK. Non, vas-y, fais-nous un hyper synopsis. Ouais, fait que le 5e élément, le Fifth Element, c'est écrit et réalisé par Luc Besson. Sorti en 1997, comme je disais tantôt. On a Bruce Willis dans le rôle de John McClane. Mila Jovovich. Corbin Dallas. Ouais, même affaire. OK. On a Mila Jovovich dans le rôle de Lilou, Sangoku, Indiana Jones, Batman. Alice, ouais, j'y ai pensé aussi à ce gag-là. Gary Oldman, qui fait notre vilain. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Oui. Ouais. Là, lui, t'as pas fait de gag? Non, j'ai pas fait de gag avec Gary Oldman, on touche pas à ça. OK. Même Tiptoes? Tu devais être content de retrouver Bilbo. Ouais. Ouais? Ben, c'est Ian Holm, je l'aime comme acteur, mais je vois pas Bilbo en lui quand... Tu vois Bilbo, toi? Moi, je vois le gars de Alien. Genre. Oui, ben oui, totalement. Ouais. Ouais, parce que Ian Holm fait un androïde là, dans Alien. Ouais, totalement. Ouais. Quel acteur. Mm-hmm. Puis Chris Tucker dans le merveilleux Ruby Rhod. OK, mais t'oublies Luke Perry. Luke Perry est là-dedans. Hein? Il joue qui? Et au début, la scène d'intro, le prologue, Luke Perry joue le gars qui prend les notes pour l'archéologue. Ouais, t'as raison. J'étais comme... Hein?
What the fuck, Luke Perry de il y a de aussi, Beverly Hills? il y a aussi truc Evans 90210. là, qui fait Fog, là, qui fait comme le Lee Evans. Lee Evans, Lee that's Evans. it. Mais Lee Evans, dans ma tête, c'est comme pas vraiment quelqu'un de connu. Il est dans Marie à je ne sais quoi. Ouais. Il est dans une couple d'affaires par rapport. Bon. C'est l'histoire de John McClane qui gagne un voyage dans le sud. Tout le monde essaye de partir à sa place. Finalement, il part tout seul avec la fille Chicks. Puis tout le monde a des guns là-bas en voyage. Puis il n'y a pas moyen de passer une seule seconde de calme pendant son Sans que voyage. quelqu'un tire du gun. Puis finalement, il sauve le monde. C'est pas mal ça l'histoire du film, hein? Ouais. Ouais. Alors, la première question que j'aurais pour toi, c'est peut-être une question que tu as pour moi, mais pourquoi on a choisi ça? C'est plus moi que cette question-là pour toi, c'est toi qui l'as choisi. Mais j'avoue que moi, quand tu l'as dit, j'ai fait bonne idée. Moi, je l'ai, dans le fond, OK, je me souviens plus de la conversation exacte qu'on a eue, mais il me semble que c'était, hey, on n'a pas beaucoup de temps, on fait-tu juste un film à la place de faire comme quelque chose de long puis de compliqué, lire un roman au complet. Là. Ce mois-ci, on fait ça facile, on fait juste un film. Il y avait les fêtes, là, puis tout. C'était le temps des fêtes. Fait que ça, c'était une chose. Puis là, je pense que j'avais l'argumentaire de, ça serait le fun qu'on fasse quelque chose qui n'est pas hyper franchisé, une grosse patente, une grosse machine. C'est sûr que c'est facile d'aller regarder la démiurgie dans quelque chose, ben pas facile, mais je veux dire, il y a des choses qui ont été traitées, retraitées, puis à un moment donné, tu as 10 000 affaires à dire, mais ils ont toutes été dit déjà. Puis on en parle tout le temps, puis c'est tout le temps dans les médias, puis c'est tellement gros et compliqué. Je suis comme, on prend-tu juste un film qui raconte une affaire avec une démiurgie unique qui n'a jamais été faite avant ni après, puis qui va jamais être refaite? Fait que j'ai pensé à ce film-là que je me souvenais de mémoire que c'était unique. Ça, encore aujourd'hui, c'est unique. Je l'enlèverais pas. Je le lui enlèverais pas. Mais tu sais... Mais il y a beaucoup de défauts dans cette œuvre. Fait que je trouve ça intéressant. Ça va être intéressant. Ben, parlons-en des défauts. Tu sais, moi, c'est vraiment mon film chouchou d'enfance. Ah ouais? Ouais, moi, c'était la 5e fois. C'est pour ça que t'as dit oui tout de suite. Ouais. OK. C'était la 5e fois que j'écoutais le 5e élément, là, selon mes calculs. Puis... C'est ton chiffre chanceux de 5e élément, là, c'est quoi? Ah, c'est vrai? Ben oui. C'est ça. Quand j'étais jeune, c'était mon film préféré. Pour vrai, comme les 3 premières fois que je l'ai écouté, ça devait être comme dans la semaine où je l'ai eu. Là. OK. Puis je comprends aujourd'hui. On dirait que le film a été écrit par un petit garçon. Ouais. Vraiment. La réalisation, c'est super intéressant. Le world building est cool. Il y a des personnages là-dedans vraiment, vraiment intéressants puis capotés. Mais il y a un élément qui vient avec le film, je ne sais pas comment le nommer. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Il y a une exagération de l'utilisation du gag que Lilou enlève son chandail, puis les messieurs se retournent pour pas voir ses seins, mettons. T'sais. Il recrée Lilou à partir de sa main là, parce qu'elle explose dans un vaisseau. Puis là, il ressort sa main puis il la reconstruise avec une technologie capable de prendre l'ADN d'une main puis de reconstituer l'être au complet. T'as ça chez toi, tu m'as dit que tu avais acheté une imprimante 3D. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est juste une imprimante 3D. Mais t'as-tu remarqué qu'ils disent cet être-là, normalement les humains ont tant de nombre de je sais pas quoi dans leur ADN, puis elle en a 2000% plus. Ouais. Mais ils étaient surpris que c'était une fille. Ils se sont rendus compte que c'était une fille, une femme, juste quand ils ont enlevé le truc qui curait la peau. Ouais. Toi, t'analyses l'ADN, tu peux reconstruire, puis ça dit pas genre hey, by the way, ça va être une femme. Là. Ouais. Non. Ils sont surpris quand ça. Là, ils sont tous elle est vraiment parfaite. Ouais. Fait que je sais pas comment tu définirais ça, mais je sais pas si cringe. Toi, le mot que tu cherches, c'est cringe à cause de misogynie évidente. Mais c'est vraiment petit garçon. C'est là. ça, ouais, c'est ça. C'est petit garçon. Ouais. C'est vraiment puéril. Puéril. Je dirais. Ouais. C'est le mot. Ça, c'est sans compter que toute la résolution de la narrative, c'est... il y a 4 éléments. L'air, le feu, l'eau, la terre. Ouais. Et il y a le 5e élément, puis en les mettant tout ensemble, là, on va sauver le monde. Ouais. Puis le 5e élément, on apprend que c'est l'amour. Ouais. Si le guerrier prophétique là, que Mila Jovovich incarne, c'était Pichou, là, on mourrait tous. Là. Ouais.
Parce Ben, que leur c'est- ben, relation c'est est ultra superficielle. C'est pour ça qu'elle est belle. Parce que sinon, ça marcherait pas. C'est l'arme ultime. C'est ça. C'est le look. Ouais. Fait que moi, j'ai trouvé Mais que... ça représente bien le film parce que le film, tout est dans le look. Oui. Ce film-là, au complet, est en surface. Mais l'aspect que toi, tu soulignes, est-ce que tu connais le channel YouTube Pop Culture Detective? Non. C'est super intéressant. C'est vraiment des essais vidéo sur le cinéma qui déconstruit le cinéma de certaines époques, surtout années 70, 80, 90, début 2000, 2010. Tu sais, l'histoire récente du cinéma. OK. Ça le déconstruit au niveau éthique. Ça, c'est un cliché qui fait mal aujourd'hui. Il y a ça de malaisant là-dedans ou là-dedans ou là-dedans. Puis il y avait un vidéo qui était sorti il y a une couple d'années, peut-être 2-3 ans, qui s'appelait, qui définissait le trope, le code Born Sexy Yesterday. Donc, le gars de Pop Culture Detective, je me souviens pas de son nom, définit un nouveau trope en disant, ben garde, ça, c'est quelque chose qui arrive dans plein de films où tu as un personnage habituellement féminin, mais exceptionnellement des fois masculin, qui vient juste d'exister. C'est comme un enfant dans sa tête. Il connaît pas le monde autour de lui. Il regarde le monde puis il en est impressionné. Et il est extrêmement sexy aux yeux de tous les autres personnages. Pour moi, il y a quelque chose de wrong là-dedans. C'est ça qui vient étudier. Puis là-dedans, là, Lilou, là, elle arrive puis elle connaît rien. Puis, elle s'émerveille à tout. C'est comme un enfant dans un corps d'adulte. Puis Bruce Willis, il trouve ça sexy. Puis nous autres, on est supposés trouver ça sexy. Pour moi, il est là, le cœur du cringe. Genre, c'est pas sexy. C'est comme... C'est malaisant. Parce que Lilou, normalement, devrait avoir comme des milliers d'années. Là. Ouais. Puis il l'endorme, il la réveille. Est-ce que la Lilou qui a crash dans l'accident était vieille, puis là, ils l'ont comme refaite, fait qu'elle est jeune? Je sais pas, c'est pas expliqué, mais c'est parce que vraiment... moi, en tout cas, je pense pas il n'y a rien qui porte à penser que ça. Ouais. On dirait que c'est sa forme, puis qu'elle aura pas d'âge. Là, elle vieillit pas, elle est juste un élément tout le temps comme ça. unique. Parce que sinon, elle est plus âgée que le personnage de Corbin Dallas, le personnage de Bruce Willis. Là. Pas mal plus âgé. Pas mal plus âgé. Puis des millions d'années plus âgé. Elle lui dit à un moment donné, moi, je vais te protéger. Je suis le guerrier de la destinée. Je fais ça depuis des milliers d'années. On dirait que ces moments-là servent à racheter cet aspect-là, mais pas assez. Non, c'est ça, ils réussissent pas. Mais quand j'ai vécu cette scène-là, j'étais comme OK. Enfin. Puis enfin, tu sais, puis il y a des moments où c'est elle qui shine, mais encore là, on dirait que c'est des yeux d'un petit gars. Puis le petit gars il dit, ça serait hot que dans le fond, c'est une badass. Mais la scène d'après, fait que là, elle est tout nue. Ouais. La badass, elle est tout nue. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je l'aime ton petit gars parce que maintenant, je comprends Luc Besson. On dirait que c'est écrit par Quentin. Mais, tu sais, il y a aussi... Il y a aussi la scène où... Parce qu'on en a une scène où elle est badass. Ouais. Où qu'elle fait du kung-fu. Elle fait du kung-fu, elle casse des gueules. Puis là, après ça, elle se retrouve dans un moment de vulnérabilité où elle a besoin que Bruce Willis vienne la sauver. Ouais, il vient la sauver. Il vient la sauver dans le territoire de John McClane, par excellence, le conduit d'aération. J'étais comme, c'est-tu fait exprès? Genre, il porte tout le temps des camisoles. Là, il est dans un conduit d'aération. C'est exactement la même personnalité que John McClane. Est-ce que Luc Besson a dit, tu sais ce que t'as fait dans Die Hard? Là? Fais la même affaire. Fais la même affaire, mais là, t'es dans un char volant. Puis là, t'es sur un vaisseau spatial. Mais fais la même affaire. Mais moi, ça me gosse, ça, qu'elle a tout le temps besoin de lui parce qu'elle dit qu'elle n'a pas besoin de lui. Elle est supposée être badass, puis elle est supposée être badass au complet. C'est le tell, don't show. Ça, Luc Besson adore le tell, don't show. C'est épouvantable. À la place de faire vivre des trucs à tes personnages, tu leur dis que, tu sais, eux, ils disent qu'ils sont ça. Puis ils l'ont dit, fait qu'ils sont. Ils ont une véritable relation problématique, là, dans le sens où faut qu'il la réveille parce qu'elle est évanouie, puis il l'embrasse pendant qu'elle est évanouie. Ouais. Mais au moins, après ça, quand ils retournent chez eux, ils éprouvent des regrets de l'avoir embrassé. Pas que ça. Il y a comme beaucoup de au moins. C'est que ça se passe, puis après ça, automatiquement, elle se réveille, elle pointe un gun d'en face, puis elle dit, tu fais pas ça. Jamais sans ma permission. C'est une histoire de consentement. Puis il accepte, puis il apprend, puis il fait comme, ouais, j'aurais pas dû. Mais
tout ça n'est pas assez pour comme... Pourquoi vous nous faites vivre ça? Parce que tout de suite après, il est couché dans son lit, là, en se mettant le ventre. Puis il parle au téléphone. Il y a une course que je pouvais pas refuser. Elle avait mesuré 5 pieds 9. Il fait juste décrire comment elle est belle. Ouais. Comme, honnêtement, là, si le 5e élément, c'est l'amour, moi, j'y crois pas à cette relation amoureuse-là. Il y a jamais un point là-dedans où il y a de l'amour. Puis c'est supposé être ça. Mais c'est ce que le film essaie de nous vendre. Mais oui. Parce que tout de suite après avoir fait « OK, moi, j'aurais pas dû l'embrasser », il y a tout le moment vaudeville là, où il cache 8 personnes dans son 1,5. Puis il la cache dans sa douche qui remonte dans le plafond. Puis là, quand elle redescend, la douche fonctionnait, t'es toute mouillée. Puis là, il se met comme à l'essuyer, à s'occuper d'elle. Puis j'étais comme... c'est super cringe. Fait que on est ici pour parler de démiurgie. Ouais. Fait que cet aspect... non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut passer T'as raison. Mais cet aspect-là m'a... rebuté. Ouais, ça m'a froissé des plumes. Puis toi aussi. Puis je pense quand même qu'il y a plein d'affaires écœurantes dans le film. Puis mais non, aussi, il y a d'autres défauts, ce film-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres problèmes. Mais... ouais, fait que mettons qu'on parle de l'intrigue elle-même. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il y a quelques épisodes, toi et moi, on a parlé de cosmologie, puis la cosmologie, comment tu fais pour intégrer ça? Mais ce récit-là, c'est une histoire qui parle de cosmologie. Ouais. Comme l'histoire, tu l'as résumé tout à l'heure, là, il gagne un voyage avec Chris Tucker. Mais en réalité... il y a un mal absolu qui menace l'humanité. Exactement. Il y a un Great Evil, Mr. Shadow. Ben, Mr. Shadow, c'est comme le nom d'emprunt qu'il utilise pour communiquer avec... Ouais, pour communiquer avec Zorg. Mais il y a lui, puis il y a la bonté de l'amour. Ouais, le divin. Le divin, l'amour, qui est représenté par Lilou, de son nom complet, Lilou Corbin Dallas Multipass. Ça fait 2 jokes de nom complet. 3 avec Alice. Oui. Fait on a ces 2 réalités-là cosmologiques, carrément, mises en accord avec les 4 éléments aristotéliciens. Ouais. On essaye de nous faire gober que ça, c'est vrai, là, que l'eau, l'air, la terre puis le feu. Ici, 4 éléments. Trouver l'intrus, celui qui n'est pas une substance. Ouais, celui qui est une réaction. J'ai toujours trouvé ça tellement weird. Une réaction chimique, c'est au même niveau que toutes les affaires que tu peux tenir dans tes mains, ou que tu peux genre pointer, ou que tu peux compresser. En tout cas, ça, c'est Aristote. On parlera d'Aristote un autre année. Mais... Il y a un gros rule of cool là, dans... Ouais. Fait qu'on a ça. Puis ça, c'est sa cosmologie. Puis l'histoire derrière tout ça est toute présentée dans le prologue. Dans les premières 5 minutes, c'est juste un infodump. C'est de l'exposition. Mais moi, je trouve que c'est un bon moment du film. Ouais, il est le fun, ça. Mais c'est je vais me rappeler toute ma vie du Aziz Lumière. Là. Aziz Lumière. C'est comme... Ouais. Je l'ai dit, mais on écoutait le film. On l'écoutait en anglais. C'est la première fois que j'écoutais en anglais. Puis j'ai dit Aziz Light. Puis c'est ça qu'il a dit tout de suite après. Tu sais. Ben oui. C'est un super beau moment qui se passe... 1914, genre. Là. Ouais, en Égypte. Puis là, c'est ça, ils découvrent, c'est des archéologues qui découvrent ça, puis en même temps, tu vois le premier prêtre, parce qu'il y a comme une espèce de religion de cette réalité-là qui existe sur Terre, puis qui est méconnue. Puis là, on a un personnage, le personnage d'Ian Holm, qui fait ça dans la vraie vie. C'est comme le descendant par son métier, là, de cette lignée de prêtres-là, qui, eux, ils savent que il y a un mal absolu, il y a le divin, puis la seule chose qui peut se mettre entre les deux, c'est les 4 éléments, puis le 5e. Le 5e élément. Pourquoi j'ai pas juste dit les 5 éléments? Non, il y a les 4 éléments, puis le 5e. Non, mais c'est 4 pierres, puis un guerrier. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tout cet aspect-là, j'ai trouvé que c'était intéressant de nous livrer une histoire qui est aussi ficelée, aussi près avec sa cosmologie. C'est quand même rare. Ouais. Fait que props to that. J'imagine que c'est tough à faire. Je sais pas à quel point c'était une volonté de Luc Besson de communiquer une cosmologie, mais il avait comme pas le choix avec ce qu'il essayait de raconter. Puis le titre du film, c'est un élément cosmologique. Tu sais. Ouais. Le personnage central, pas le protagoniste, mais le personnage central à l'histoire, c'est un... Même au niveau des péripéties, par contre, là, la cosmologie prend la place parce que il n'y a pas d'affrontement classique entre le méchant et le gentil pendant le film. Non. Il y a juste une course contre la montre à ramasser ces pierres-là, puis à les placer au bon endroit. Puis c'est ça le film, là.
Puis là, il y a comme plein de malentendus puis de manipulations de forces extérieures qui fait que tout le monde essaie de faire la même affaire en même temps. J'ai trouvé qu'il y avait un gros travail de faction, dans le fond. Ouais, vraiment. Parce que c'est ça qui se passe, c'est que t'as le gros méchant, puis lui est affilié avec Zorg. Puis Zorg, il y a comme du monde dans la police. Fait que tout ça se ramasse à être le méchant. Mais lui, il a clairement choisi Zorg, là. Oui. Puis Zorg, de son côté, lui, il fait pas ça lui-même au début. Il va chercher comme une genre de faction de guerriers extraterrestres qui ont été mis de côté par les humains en leur promettant des armes et tout ça. Là. C'est quand même cool. J'ai checké comment ils s'appellent, ces gens-là. Mangalores? Ouais, j'avais pas... je m'en rappelais plus, mais pas en tout. Puis dans le film, j'ai pas remarqué. Ils disent peut-être 2 fois, mais j'ai pas remarqué. Mais ça, j'ai checké. Les Mangalores. Tu sais, change une lettre pour Mandalore, puis t'es juste dans un autre. C'est vrai. Démiurgie. Mais ouais, c'est ça. Les Mangalores deviennent leur propre faction parce qu'ils se font trahir par Zorg. Fait qu'ils sont à part puis ils essaient de faire leurs propres affaires. T'as Corbin Dallas qui, au début, joue pour lui-même seulement. À un moment donné, tu te ramasses que, OK, il est un peu avec les militaires, mais non. En fait, il est avec les loups puis le prêtre, tu sais. Puis là, les militaires puis le président sont comme dans leur propre patente parce qu'ils essayent en même temps d'aider, mais en même temps, des fois, ça met des bâtons dans les roues. Fait que t'as comme plusieurs. Moi, j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'il veut... Tout le long du film, là, Corbin Dallas, son but, c'est les loups. Ben, disons-le, c'est de fourrer. On dirait que c'est juste pas ça que je voulais dire. Non, mais on dirait que c'est juste ça son but, puis ça donne que ça fait qu'il sauve l'univers. Ouais. Mais pour vrai, quand il accepte le voyage, c'est vraiment comme... Tu sais, son mariage est un échec, sa mère l'appelle. Non, je vais y aller en voyage. Tu sais, il est exécrable, tu sais. Mais il a été choisi par le divin. Puis... T'as-tu remarqué ça? Ouais. Il a été choisi par le divin. Il a même été choisi par le président. Il a été choisi par tout le monde. Il est choisi par tout le monde. Non, mais est-ce que tu as remarqué qu'il a été choisi au même titre que Zorg a été choisi par le mal? Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Que Lilou... Lui, non, c'est pas Lilou qui tombe dessus. C'est avant même que Lilou tombe dessus, il rêve à toute la situation de l'explosion. Puis là, quand le vaisseau explose, là, il se réveille. Ah, puis il fait wow, je viens de faire un rêve vraiment wack. Oh mon Dieu, je regardais pas ma TV, je vais être dans la cuisine. Non, mais ça passe de même parce que c'est une coupure entre 2 scènes. OK. T'as le vaisseau qui se fait tirer par les Mangalores. Mais lui, il rêve ça. Lui, il rêve à ça. Il le voit en rêve, puis il se réveille. OK. Fait que moi, j'avais jamais remarqué ce détail-là. OK. Là, dès le début, j'ai écrit c'est quoi le rôle de Corbin dans toute cette cosmologie-là, puis il a été choisi. À moins que ce soit donné d'avoir une vision. C'est l'élu le plus récalcitrant et comme pas intéressé par sa propre mission. Incroyable. Que tu puisses avoir. Ouais. Là, tu parlais de la scène de Vaudeville. Ouais. Puis ça me met en tête de parler un peu du novum, des éléments construits, parce qu'il y a beaucoup de ça dans ce film-là. Il y a beaucoup d'éléments de surface, des technologies, des objets, des endroits qui appartiennent à l'univers du film puis qui n'existent pas dans notre monde puis qui n'existent pas dans beaucoup d'autres choses. Il y a des affaires comme vraiment uniques. Puis je trouve que c'est... Comme le film est vraiment stylisé, là, c'est vraiment du look puis du... On dirait que c'est l'aspect principal que Luc Besson voulait développer. Sa démiurgie, là, elle est sur les cossins. Oui, c'est ça, elle est matérielle. Fait que je trouve que le novum, il a été super gros développé, des fois au profit d'une bonne histoire. Ouais, OK. Mais les décors, les accessoires, il y a plein d'affaires le fun, puis mémorables aussi. Tu sais, je regardais les costumes de... C'est Jean-Paul Gaultier qui a fait les costumes aussi. Là, oh, damn, OK. Fait les costumes sont écœurants, à part le derrière de la camisole de Corbin Dallas, là, qui est impardonnable. Là, qu'est-ce qu'il y a dans son derrière de camisole? Ben, ça ferme pas au complet où il y a son dos, puis t'as des barres horizontales. Ah oui. Puis tu le vois juste une fois dans le film parce que tu le vois juste une fois de dos. Ouais. Puis tout le monde, moi, je l'écoutais avec Julie. Puis avec... Mais voyons, qu'est-ce que... Oui, je me rappelle. Là. C'est quoi cette affaire-là qu'il y a dans le dos? Ouais. Mais tu sais, les bandes que Mila Jovovich a là, que Lilo a là aussi, ça fait le même genre. Pour moi, ça fait comme un... On dirait qu'il a essayé d'établir un parallèle vestimentaire. T'as raison. C'est ça que j'ai vu là-dedans. Ouais. Comme il y a un parallèle de couleur entre les cheveux à Lilou puis la camisole à Corbin Dallas. Il y a comme quelque chose, c'est un pairing naturel. Les bretelles aussi, quand elle change, en tout cas une des fois qu'elle change, c'est des bretelles orange flash. Oui, parce qu'il fallait qu'elle change plusieurs fois dans le film. Oui. Qu'il y ait plusieurs scènes. Plusieurs fois le but, gag. C'est qu'elle soit nue, pas nue, pas nue.
Ça prend du monde qui se tourne. Ils se tournent, puis ils font comme « Oh, il faudrait pas que je Je vais regarde. » aller faire d'autres choses. Combien de fois que Ian Holm dit « Perfect ». Pour rien, c'est un vieux monsieur, puis il dit « Perfect ». Fait que ouais, dans le... Excuse-moi, je ne vais pas revenir à ça. Oui, le Novum. Fait que de un, j'ai noté. Là, j'ai juste noté plein d'affaires. Chaque fois que je les voyais, mais La cigarette cigarette, merde. avec ça. juste un immense filtre puis un tout petit peu de cigarette au bout. On dirait que c'est un statement sur une réalité que je comprends pas, mais qui devait être vécu à la fin des années 90, que les filtres devenaient de plus en plus gros, puis les gens chialaient parce qu'il n'y avait pas assez de tabac. Je pense pas que c'est réac, moi. Je pense que moi, c'est... je pense que c'est réel. ouais? Je pense que Luc Besson, il est fâché parce que lui, là, avant, il mettait bien plus de tabac dans les cigarettes, puis là, c'est juste du filtre. Tu penses pas? Non, je pense pas. Je pense juste qu'il s'est fait du fun avec le futur, puis là, on se rend compte que la cigarette, c'est pas bon, puis là, finalement, il y a des personnages qui fument, mais ils fument genre... Un tout petit peu. C'est quoi? C'est 3-4 cm de filtre, là? Ah oui, c'est ça. C'est bon. C'est quand même particulier. Mais c'est tout plein de petites affaires de même. Tous les accessoires, tout a été travaillé. Puis ça, j'apprécie ce travail-là. Les voitures volantes. Ouais. Puis les effets spéciaux sur les voitures versus... Tu sais, comme on est en 97, là, il y a du CGI, mais il n'y en a quasiment pas. Je sais qu'ils ont construit genre une pièce immense de maquettes, mettons un 14e ou un 15e, quelque chose de même, là, de genre la ville au complet. Là. Nice. Tu sais, puis à travers ça, il filmait des affaires, puis après ça, il rajoute en post la voiture. Puis je trouve ça tout le temps intéressant de voir comment il arrivait à faire ça avant l'avènement du vrai CG qui prend toute la place. Le cockpit de la voiture aussi, c'est quelque chose. Là. Tous les boutons, c'est très analogue. Là, puis, Ouais. Juste le fait que quand la voiture de police veut immobiliser l'autre voiture, il accroche un gros crochet en métal après un anneau en métal. Ouais. Tu penserais que dans le futur, dans des centaines d'années, c'est un de magnétisme. Il y a quelque chose qui t'immobilise. Non, ça a l'air d'un abordage. Ouais. Fait que je trouve ça intéressant, tous ces choix-là. Il y a beaucoup de trucs qui sont justement analogues. T'sais. Puis même dans son appart a de l'air d'une espèce d'appart capsule à Tokyo, mais décoré comme dans le Brésil. Ouais. Où ça a l'air de... Tous les meubles ont deux fonctions. Tout est rétractable. C'est minuscule. C'était grand comme le studio. Genre. L'affaire de Vaudeville, je l'ai trouvé bon et intéressant, pas parce que c'était le fun, tant que ça. La scène, c'est ça, c'est un petit peu burlesque. Ça montre mais j'aime le fait la fonctionnalité. Que ça utilise tu nous as présenté un appart qui est particulier. Maintenant, il faut que ça serve. Je trouve qu'il y a un Jacob's Gun à tout le Novum. Genre, si t'inventes un accessoire bizarre, aie une motivation. Fait que la motivation de la cigarette, c'est que c'est un espèce de gag. Mais encore là, genre, je peux poser la question, c'était-tu nécessaire? Mais la motivation d'avoir l'appart rétractable, ben ça explique qu'est-ce qui va se passer dans cette scène-là. Et Corbin Dallas n'aurait jamais sauvé l'univers si c'était pas de son appart rétractable. C'est ça qui a permis qu'il cache les militaires, qu'il fasse rentrer les loups, qu'il cache les loups. Le prêtre dans son lit. Exactement, le prêtre dans son lit. Tout ça, c'est grâce à son appart. Puis l'appart, au final, le look me faisait penser à Shadowrun, puis à tous ces univers-là, rétrofuturistes. Le gars aussi qui essaye de le voler, là, en ouvrant la porte. Là. Avec un chapeau que tu as une photo de son hall de son corridor. Comme ça, s'il regarde par son... Comment t'appelles ça? Un Judas? Ouais. Tu vois juste comme le corridor, tu sais. Ouais. Fait que tout ça, ce gars-là, là, son attitude aussi, il est comme over the top. On dirait un personnage de 12 Monkeys. Ou... On dirait que c'est pas la première fois qu'il essaye de le jumper. Non, c'est ça. Fait que il y a de l'air... En fait, il y a l'attitude des... comment ils s'appellent les boys? Dans Back to the Future, quand ils sont dans le futur, là, toute la gang à Biff, ben pas Biff, mais... Non, t'as raison. Mais moi, j'allais dire dans Mad Max, c'est quoi le nom des ceux qui se shootent de l'argent là, dans le nez? Ah, les... Quelque chose Boys, me semble. Les War Dogs? Non. Ah, je sais pas. War Boys? War Dogs? War Boys? Seulement Internet existait. Ben, en tout cas, on sait de quoi tu parles. Là. Ouais, c'est vrai. Il y a genre ça un peu frénétique, un peu... Ouais, clairement, il y a une drogue nouvelle dans ce monde-là. Ouais, c'est un junkie, puis lui, il essaye de mugger Corbin Dallas. Mais tu sais, tout cet univers-là, c'est New York dans les années futures. Mais je trouvais ça comme déjà... Je suis immergé là-dedans. Fait que ce film-là, je dirais que le problème, c'est l'histoire. Ouais. Puis les personnages. Je suis pas d'accord. mais je suis immergé dans l'univers matériel. Puis encore, quand ils sont sur le vaisseau spatial, je suis immergé dedans. Puis il y a des personnages qui sont fucked up, là, sont super le fun. Mais en général,
c'est On là peut que... pas parler de Ruby Rhod. Il faut parler de Ruby Rhod. Ruby Rhod est malade. Là. Ruby Rhod... Ah non, mais Zorg aussi. Il y a Zorg... comme quelque chose de vraiment cool avec Zorg. On dirait que c'est les bizarres, les antagonistes, la diva. Comme La diva. Les personnages que je préfère, c'est pas les 2-3 personnages principaux. Là. Oui, mais t'as un moment où tu trouves une Wonder Team, là, genre... Ruby fait que Corbin Dallas fonctionne. Ouais. Si Ruby est pas là, Corbin Dallas fonctionne pas. Mais à partir du moment où Ruby est là pour souligner comment c'est un personnage plate, là, tout marche. Il se complète. Ouais. Puis la scène finale où il place les pierres, puis il essaie de trouver comment ça se fait que ça marche pas. Puis, mais t'as le prêtre Cornelius, t'as son assistant qui fait le saut tout le temps. Puis David. Personnage qui fait quasiment rien, il fait rien que faire le saut tout le long du film, c'est écœurant. Puis merde aussi, il essaie de faire des affaires, mais ça marche pas. T'as Ruby, puis t'as Lilou, puis Corben. Ouais. C'est trop long dans le film avant qu'on vive des aventures avec ces 5 personnages-là ensemble, puis ça finit. Ouais. Ça marche, le film, quand les 5 sont là. On a vécu beaucoup trop de scènes d'entre-deux du président puis son général, mettons. En attendant, là, je fais comme, qu'est-ce que je fais avec eux? Tu sais, je m'en fous d'eux. Puis il y a beaucoup de montages parallèles dans ce film-là, là, où ce que tu vois en même temps que tu as un plan de 2 secondes que tu vois eux qui font ça, tu as un plan de 2 secondes que tu vois eux qui font ça. Puis, parce que c'est comme si ça nous communique. Il y a beaucoup de choses importantes en train de se passer. Mais moi, un plan sur 3 m'intéresse. Puis dans ces montages parallèles-là, je fais comme, oui, mais je m'en fous d'eux autres. Oui, mais je m'en fous d'eux autres. C'est comme, ils n'ont pas réussi à me séduire avec leur le général. Sa face est folle, là, en passant. Là. Ben, le président aussi. Mais moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas une volonté de rendre tout le monde, sauf Corbin Dallas et Lilou, tout le monde laid. Ouais. Le casting, c'est de caster du monde avec des imperfections. Pour légitimer la perfection de Lilou? Oui, on dirait. OK. Même, c'est sûr que même Chris Tucker les Mangalore sont pas jolis. Ben, le Mangalore qui se transforme, parce que tantôt, je te dis... Ouais, lui, il est beau. Lui, il est beau. Ouais. Ben, pas quand il n'est pas transformé. Non. On s'entend, un Mangalore, c'est dégueulasse. Là. Ouais. Mais reste qu'à part cette apparence-là, c'est juste comme un glamour qui fait. Les Mangalore ont l'habileté de se transformer, d'avoir l'air de quelqu'un d'autre, mais ça a l'air parfois difficile de maintenir la mascarade. Sinon, j'étais comme, ben oui, mais vraiment, ils ont tous comme quelque chose qui cloche avec leur face. Fait que c'est-tu un choix délibéré, tu sais, pour que... c'est intéressant comme... que Lilou trouve que Corben est beau, tu sais. Parce que qu'est-ce qu'elle trouve d'autre que le fait qu'il soit beau? Ils se connaissent pas. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment une chance que tu avais 2 belles personnes, là, parce qu'on plaçait les 4 éléments. Mais c'est tellement... C'est puéril, c'est ça. C'est comme... ça. Ta prémisse, ça tient juste à ça. Puis je veux pas qu'on s'étende puis qu'on parle de Luc Besson puis sa carrière, parce que... Mais ça m'étonne pas nécessairement de lui, mais aussi ça m'étonne pas qu'il ait pas eu une carrière qui fonctionne aujourd'hui, en 2024. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait Luc Besson, mais il y a quelque chose dans son style, il y a quelque chose à communiquer qui est unique puis qui est intéressant. Mais il y a des affaires de même, tu sais, puis c'est comme... Quand c'est pas cliché, c'est malaisant. Ouais. Mais, en tout cas, ce film-là, au niveau de la démiurgie, analyser purement l'univers dans lequel ça se passe, je trippe, ça m'intéresse, c'est coloré, c'est pas... Tu sais, c'est facile de faire un truc de science-fiction, puis tout est bleu, puis drabe, puis... Blade Runner, genre. Ouais, ou juste... Minority Report, c'est super bon, mais c'est plate est bleu visuellement, tu sais. Mais non, là, puis le personnage de Ruby Rhod aussi, il élève la game. Ben oui. Puis là, on peut-tu parler du fait que c'est un film pour enfants, puis il y a une scène de cunilingus assumée? Ben oui. C'est un film clairement par un kid, pour un kid. Pourquoi il y a ça? Cette scène-là, en plus, est à un moment où tu as comme un hyper-montage de Ruby Rhod qui donne un orgasme à une femme, le décollage de l'avion puis l'explosion. Oh oui. Puis là, tout arrive au moment de l'orgasme. Ah, c'est quand même... Mais je comprends... Ben, ça s'adresse à moi quand j'ai 9 ans. Oui, mais tu comprends pas qu'est-ce qu'il est en train de faire à 9 ans. Non, mais ça sème une graine. sans mauvais jeu de mots. Mais tu vois... C'est ça, c'est trop cartoony pour que je le prenne au sérieux. Ouais. Mais en même temps... Puis t'as des parenthèses tout le temps aussi parsemées. Le bout où il y a des parasites dans le... Puis là, ils brûlent les parasites au lance-flamme. Ouais.
t'as du développement de personnage à ce moment-là, avec un personnage ultra coloré qui est comme « Let's go, les boys, faut que ça brûle ». On n'a pas besoin d'un autre personnage. Mais ils font une scène avec ça. Puis c'est juste pour montrer que Cornelius entre dans le vaisseau par le train d'atterrissage. Ah ouais. Hey, ce film-là, il est 3 minutes trop long avec cette scène-là. Là. 3 minutes que j'aurais prises ailleurs dans le film. Parce que le film n'est pas particulièrement long. Fait il aurait pu aller chercher un 3 minutes plus intéressant que ça. Non, il y a des trucs qui font que ça marche pas, mais c'est facile à réparer. Puis, je pense qu'il va falloir couper bientôt. Là, il va falloir parler de... On a tellement de choses à dire, mais avant qu'on termine, la diva et sa scène est la meilleure scène du film. J'adore cette scène-là. J'adore la toune. J'adore tout ce qu'ils ont décidé de faire. Puis toute l'affaire que je disais du montage parallèle, qui ça me gosse. Dans cette scène-là, je l'accepte, même si je veux juste qu'on revienne à elle puis que je la vois chanter. Puis là, ils sont en train de me montrer Lilou qui pète des gueules de Kung Fu. Oui, puis elle fait genre des claques d'en face. Elle donne un coup de poing à quelqu'un en arrière d'elle. Oui, quelqu'un qui est juste en train d'attendre. Ouais. C'est vraiment méchant de Batman avec Adam West. Là. Exact. Il attend son tour pour se faire frapper. Ouais. Mais tout ça, je suis prêt à pardonner beaucoup, beaucoup. Parce que de un, je suis investi, ça fait 1 heure, je suis investi dans le film, puis j'ai juste vu le film a été fait pour une pub de jouets de McDo, on dirait. Là, fait que, il y a comme tout cet aspect-là super cartoon que, à un moment donné, j'ai fini par accepter. Mais aussi, dans cette scène-là, on dirait que tout est selon les couleurs, les formes, le style, le beat, la musique. Puis je m'en fous que c'est pas réaliste ou c'est pas crédible. C'est vraiment pas ça mon focus. Je suis comme, ouais, OK, cool. Sauf que quand Lilou pète des gueules, j'ai juste le goût de voir la diva. Je veux juste revenir à elle. Mais j'adore cette scène-là, surtout parce que de la façon que ça se termine, c'est comme le pic, le climax musical, c'est le climax de la scène. Comme, je trouve que ça, c'est bien ficelé, c'est bien fait. Puis quand je l'ai regardé, puis ça finit, j'ai eu une pensée pour... Luc Besson devrait faire des vidéoclips, pas des films. Propose-lui. Non, mais parce que c'est ça qu'il fait. Il fait du look. Il fait de la belle chorégraphie puis du bon look. La belle direction photo aussi. Ouais. Il y avait des bons coups de direction photo. Je sais pas, c'est pas lui le directeur photo, là, mais il y a des plans bien placés, vraiment intéressants, avec des choix de composition puis de couleurs. Ben, je fais comme, c'est ça qu'il devrait faire, pas un film qui essaie de m'enlever puis de me convaincre que ces personnages-là sont des bonnes personnes, le fun, puis que je m'y attache, parce que j'y crois pas, moi, au mensonge à Carbon Dallas. Mais reste que c'est un film que tu t'ennuies jamais, là. Il n'y a rien d'ennuyant dans ce film-là. Tu vas être cringe, là, tu vas cringe tout le long du film, mais... c'est popcorn. C'est tout popcorn. Le temps. Il y a tout le temps comme quelque chose... Ça vaut la peine juste pour tous les moments où Ruby Rudd est là. Ruby Rudd qui crie, Ruby Rudd qui te demande si c'est green. C'est très green. En français aussi, il dit green. Ouais. C'est vraiment bon. Là. Pour vrai, il dit ça en français? Ouais, c'est green, c'est très green. Ah, c'est bon. Ouais. OK. Hey, t'as un texte à me lire? Ouais. Au revoir, le 5e élément. On reviendra plus jamais là. Hey, mais avant de lire le texte, où on parle de notre cycle de diffusion, tu sais qu'on a déjà choisi qu'est-ce qu'on va faire pour la prochaine critique dans 4 épisodes. C'est-tu vrai? Ben, on en a parlé, puis t'avais dit... J'avais proposé quelque chose, puis t'as dit peut-être ça, peut-être ça. J'avais proposé un médium. OK. Ça dit oui, le jeu de société. Oui. Oui. Fait que je veux qu'on en parle tout de suite parce qu'on a fait l'erreur récemment de genre pas poster puis pas dire c'est quoi nos critiques. Puis là, les gens peuvent pas nous suivre. Là. OK, ouais. Fait que on va jouer à... Est-ce qu'on joue à Sight? Parfait, ben oui. Yes. Fait qu'on va jouer à un jeu de société qui s'appelle Sight. Puis pour tout le public, dans 4 épisodes, ça va être ça. Et donc, vous avez le temps de jouer une game avec vos amis, si vous voulez. Parce que pourquoi pas explorer le world building dans le jeu de société, quelque chose qu'on n'a jamais fait. En fait, on a essayé jusqu'à présent de toujours changer de médium à chaque fois. Fait que voilà un nouveau médium qu'on n'avait pas exploré. Cool. Ben, hey, on se voit de l'autre côté de ton histoire. Yes. Discours de la prise de Raxium Sissi. En mon absolue humilité plébéienne puis en connaissance du risque de châtiment pour parjure, je présente cette supplique au tribun de la plèbe. Monsieur le tribun, je me présente. Irzaziumno, serpentienne, guérisseuse, traductrice puis scribe pour Karch Yeredvi,
légat impérial assigné à la compagnie de la Raxiumray. Hier, en fin de soirée, un des bûcherons a grimpé une tour de guet laissée vacante, d'où il a prononcé un discours incendiaire qui a mené au sac du camp de Raxium-Chissy. Je vous traduis ici ce que je suis parvenu à entendre. À se tordre le dos à l'ouvrage pendant que les blettes ricanent dans leur poêle, à se lever avant Ayanif, embarquer dans la charrette qui nous droppe dans le cauchemar même que nos ancêtres redoutaient, pour qu'on abatte les piliers de nos lignées comme si c'était du bois franc, puis qu'on leur arrache les œufs divins comme si c'était de vulgaires figues. Puis on plie sous les coups de fouette, puis on a honte. Non, mes reptis, vous avez pas à avoir honte. C'est pas vous ni moi qui va finir à pourrir pour l'éternité dans le cénote lacté de la nourrice velue. Non! On n'est pas damnés comme le disent les prédicateurs de Sirangfi. On n'est pas traître à Soïsil. Vous savez pourquoi, mes reptis? Parce qu'on est son armée. La parole bifide le décrit noir sur blanc. Puis dans le sol qu'il l'a vu naître, mon armée sera abusée, honnie, jusqu'à s'en découvrir la force à laquelle elle assira mon royaume. Ben, c'est exactement ça qui est en train de se passer ici. L'abus, la honte. Juste dans mon bloc hier, il y a eu 5 tabassages avertissements, 2 tirs préventifs, puis un accident qui était clairement rien d'autre qu'un meurtre de sang chaud. Tout perpétré par des gars de la compagnie. Tout excusé par l'Empire. Notre consoeur, Laziracio, 12 ans, fougueuse, vaillante, tuée par un puant en patrouille après avoir repoussé ses avances. Mais pas morte pour rien. Oh non! La compagnie va payer pour sa mort. Non, mes reptis, ayez pas honte. Soyez fiers. C'est l'infamie de notre calvaire qui nous a poussés à bout. Alors qu'on se parle, Micitel bouillonne de rage. Partout, de Sinisiefi à Sirangfi jusqu'à Phanassis, la putoiserie. Partout, les regards sont tournés vers Raxium-Chissy, vers nous autres, vers le massacre qui nous force d'engorge comme un capybara qu'on pourra juste pas digérer. Toute la péninsule attend notre move. Est-ce qu'on va vraiment rien continuer à abattre puis à scier, le ventre couvert de vitres, les yeux pleins de mercure, à se cacher des Raxium d'un joug en espérant que le foreman s'en rende pas compte? Va-t-il falloir avoir rasé jusqu'au dernier de nos aïeux pour se réveiller? Ou est-ce qu'on s'est assez livré à l'innommable, abusé, honni, pour toucher le fond puis se relever en tant que l'armée prophétisée par la parole? Oh, mes reptis, c'en est fini du rampeux de service, de la couleuvre docile qui se love dans sa péninsule pour pas trop prendre de place dans l'Empire. C'en est fini de la tyrannie des Sieb. Puis sachez une chose, on n'est pas tout seul. Pensez-vous vraiment que les autres plébéiens vont rester tranquilles quand on va briser le joug des puants? Les chameaux se rappellent toutes du martyr des sables, les fourmis de Denumio le démonologiste. Chris, les champignons laissent même plus les blettes rentrer dans leur forêt. Si c'est pas de l'insubordination, ça, je me demande bien c'est quoi. À soir, je vous regarde, puis je vois pas des crotales agonisants, des anacondas rachitiques, des cobras écrochetés. Je vois pas des traîtres à leur culture, esclavagés par un système qui légifère l'injustice selon l'espèce. Non, mes reptis. Je vois l'armée du seul grand dragon aveugle, ça ici la bouche pleine. Je vois la grande reconquête bifidiste qu'on porte toutes déjà dans notre poumon depuis l'éclosion. Je vois une étincelle qui va embraser Micitel, ensuite Gado, ensuite Gadine. Moi, le vizir bifide, je vois l'insurrection. Notre seul repentir viable, notre salut, notre sacrifice pour Soïsil. Puis là, les bûcherons se sont mis à scander pour Soïsil, puis vive le vizir, puis à siffler entre leurs crochets en une cacophonie de crécelles stridentes. Ils ont tourné leur hache puis leur aiguine vers les quartiers de la compagnie. Des serpentiens qui rampent par douzaines jusqu'aux cabanes des officiers, ébrèchent des portes, étêtent des mustéliens puis des apiens avant qu'ils aient le temps d'agripper leurs glaives. Il y en a un qui m'a vu, puis quand il a compris que j'étais pas tant down avec le massacre, il m'a menacé de m'émincer comme un mulot si je déguerpissais pas. Fait que j'ai déguerpi.
Je voulais repasser à la cabane du légat, chercher mes affaires, mais déjà, il y avait des crachats de flammes qui s'en élevaient, éclairant par à coups les fourrures flasques au sol, puis les abeilles archères dans les airs qui vidaient leurs carquois à ces insurgés. Je me suis enfoncé dans le bois, puis j'ai rampé toute la nuit, jusqu'à Sinsiéfi. Je suis arrivé par la place du vizir premier, puis l'ironie m'est tombée dessus quand j'ai relevé la tête pour me trouver au pied de la catapulte funéraire que mon légat a fait couler dans le bronze l'an passé. Accroupi à sa base, Yeredvi lui-même, ses 2 ailes gauches grossièrement sciées, probablement avec l'aiguine sanguinolente qui brandissait vers moi. Il n'a pas eu le temps de me dire 2 mots qui est tombé raide mort. Monsieur le tribun, je vous écris au clair de lune. Les Sintiébert dorment encore. J'en profite pour vous envoyer ce télétitre pendant qu'ils sont encore au courant de rien. Je mettrai un vieux d'eux qu'à l'aube, Sinsiéfi va appartenir au bûcheron, au bifidiste. Je vais leur dire que j'ai achevé le légat moi-même puis me leur offrir mes services de guérisseuse. Pas question que je finisse écorché comme mon grand-père. Je m'en souviens trop bien de la dernière révolte. Quand un nouveau vizir fait surface, il n'y a nulle part où se terrer sur Mistel. Je vous informerai de l'intérieur quand ça sera safe. Vos sénateurs vont vous dire que c'était rien qu'une 50aine de bûcherons, rien qu'une émeute localisée. Mais ils connaissent pas Missitel, ils connaissent pas le fanatisme des cultistes du dragon aveugle. Je vous le dis, moi, si les Siebes viennent pas écraser ça tout de suite, ils sont bien mieux d'être prêtes pour la guerre. Iris Daziumno, cacheté par le bureau du tribun et l'Urmourde. J3, S5, M1, A3, L2, C20, R de Sieb. Traduit de l'Irial par le Journaux. Wow. OK. Un sequel. OK. Un sequel? Ouais. Ouais. J'aime ça. C'est rare que tu fais ça, puis là, t'es comme sur une lancée d'événements connexes. Là, on peut tracer une ligne du temps sur la révolte, puis c'est fun. Effectivement. Ça garde moi et les autres auditoristes engagés, j'imagine. J'espère. Tout le temps bon, là. Je dis pas que là, c'est... Non, mais c'est lié, c'est intimement lié avec le dernier épisode. Exact. Le dernier, je veux dire, la dernière production de Lettres au tribun. Ouais. Fait que là, on devine que ce fameux Raxiumray, la forêt de Raxium. la forêt d'arbres de cristal, là, ouais. A été... dans le fond, est sous occupation de l'Empire, puis là, on l'exploite, puis on utilise même les locaux comme cheap labor, même comme esclaves. Exactement. Un camp de travail. Là. Un camp de travail. C'est pas des esclaves. C'est genre... Dans ma tête, c'est pas défini là-dedans, mais dans ma tête, c'est le genre de situation où ils n'ont pas vraiment d'autres opportunités de job ou de vie. Là. Ils sont là, puis ils sont payés en bouffe, puis mais ils ne sont pas nécessairement esclaves dans le sens où leurs enfants sont libres d'aller vivre ailleurs. Eux aussi sont libres d'aller vivre ailleurs. Sauf qu'en même temps, est-ce que mais c'est chez eux. Ces serpentiens-là seraient prêts à laisser l'Empire exploiter le Raxiumray sans pouvoir voir ce qui se passe? Non, c'est ça, ouais. OK. Je devine aussi que l'autrice de la lettre, c'est celle qui aide... T'as un autre texte qui est comme d'un colonel ou une sergente qui est captive, puis elle parle d'une vipère qui vient l'aider, puis c'est elle qui transmet sa lettre, je pense. Là. Ben, je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que j'ai pas pensé à ça quand j'ai commencé à écrire le texte. Je me suis dit, bon, ben, c'est une serpentienne loyaliste. Tu sais, mon personnage, elle écrit au tribun pour l'informer de ce qui est en train de se passer. Puis, plus que je le campais dans un personnage, plus que je donnais des événements, puis tout, puis à un moment donné, je me suis dit, ça peut être elle, la fameuse vipère que la caporale Rafir Ursot caporale. Lui donne une lettre au tribun, puis la lettre, on sait qu'elle se rend. Fait que la fameuse vipère qui a offert comme du matériel pour écrire... Elle est réellement loyaliste. Réellement loyaliste. Est-ce que c'est le même personnage? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si on veut faire une histoire qui est un peu plus confinée à une brochette de personnages, ben ça serait pas difficile que je dise c'est la même. Tout fonctionne pour que ce soit la même. Okay. J'ai pas encore pris cette décision-là officiellement. OK. Le fait que... je sais pas, moi, j'aime vraiment ça, là, le repti. Là. Mes reptis? Ben, c'est le journaux qui traduit, puis ça nous montre que dans son discours, il y a un petit diminutif d'affection pour ses confrères et ses consoeurs.
que c'est drôle, tu sais, dans une œuvre complètement basée sur du world building, mais t'as des petits mots, tu sais, mes reptis. La cénote lactée de la nourrice velue. Ouais. Fait que peut-être qu'on peut rentrer dans la religion des Serpentiens. Ouais. Un peu. On a vu qu'il y a une histoire d'un dieu serpent avec un œuf dans la gueule. Puis leur religion à eux, j'ai décidé que c'était une religion dualiste avec un bien et un mal incarnés dans un serpent. Mais c'est pas nécessairement un serpent, c'est une créature reptilienne. Parce qu'il s'appelle le dragon. Tu sais, comme le mot dragon est utilisé très loussement, le mot serpent est utilisé très loussement. C'est une créature qui est clairement... À sang-froid. À sang-froid, c'est un reptile, qui est en opposition avec un mammifère, la nourrice velue, qui est vue... Je me suis dit, pour eux, il y a vraiment quelque chose de particulièrement malsain, mauvais, dégueulasse, evil dans le lait. Dans cet élément-là. Le poil. Le poil puis le lait. Des éléments purement mammifères, ben pour eux, vont les révolter. Puis là, cette religion-là, là, on en parlera plus. C'est la correspondance, c'est ce qui serait leur enfer, mettons. Ouais, c'est leur enfer. Là. Fait que c'est le cénote lacté de la nourrice velue. C'est la place où tu vas quand tu as vécu une mauvaise vie. Puis tu te fais, genre, martyriser. Tu te fais allaiter, genre? Tu te fais martyriser par un allaitement. Non, c'est pas que tu te fais allaiter, mais j'imagine que c'est un lac souterrain de lait. Puis c'est vraiment... Tout ce qu'un serpent pourrait trouver répugnant. Ouais, c'est ça, parce que j'ai décidé qu'il y avait vraiment une répugnance. Il y a une aversion pour le poil, pour les choses qui appartiennent au monde des mammifères. Puis c'est encore plus fort par le fait que j'ai décidé que mes serpents puis mes furets, ils ont c'est des ennemis, là... d'un temps immémorial. Ils sont ennemis depuis très, très longtemps. Ils se connaissent, ils viennent du même coin puis sont devenus des ennemis naturels. Le fait qu'ils aient leur propre religion puis que nous, on a vu dans ta dernière livraison que t'en as des divinités dans ta cosmologie qui sont réelles. Ouais. Est-ce que sont limitées, ces divinités-là, dans leur communication avec les peuples de Gadin? Absolument. Parce que dans le fond, c'est un... Eux, ils savent pas là, que c'est des divinités, ça, mais ils nomment Ayanif, ils nomment le soleil. Ouais. Mais pour lui, c'est juste le soleil, c'est l'aube. Ayanif. Fait qu'ils sont pas capables de transmettre un message clair aux habitants de Gadin pour dire non, laissez faire le serpent aveugle. J'ajouterais même plus à ça que peut-être que le serpent aveugle, la nourrice velue, existent vraiment comme des manifestations de certains de ces dieux-là. OK. Ou peut-être que c'est purement un artefact culturel. OK. Puis cette frontière-là, je veux jouer avec pour chacun de mes peuples, pour chacune de mes croyances. Mm-hmm. Ça, c'est peut-être vrai, ça, c'est peut-être pas vrai. On va laisser dans le doute, puis peut-être qu'il va y avoir des revirements, des twists, des punchs à ce niveau-là, de savoir, OK, ça existe pour vrai, parce que c'est la manifestation de Zobanif. Puis on ne l'avait pas su jusqu'à présent, mais oui, c'est vrai. T'sais. Je comprends. Tandis qu'il y a d'autres affaires qui sont purement imaginaires et fictifs. Il y a des peuples qui peuvent s'imaginer, qui peuvent se construire une religion qui est, elle, vraiment complètement à côté de la traque par rapport à ce qui se passe pour vrai dans ton monde. Tout à fait. Okay. Fait que leur religion à eux, dualiste entre ces deux forces-là, est-ce que c'est inspiré d'une vraie opposition entre deux de mes dieux ou non? I don't know. À découvrir. Cool. Ou à ne jamais découvrir. Ou à ne jamais découvrir, ouais, c'est ça. Ouais. Tu as décidé que tu me rattrapais dans ton hommage au Cowboy Fringant? Oui. Cool. Oui. Tu pensais que je n'allais pas m'en rendre compte, hein? Je sais pas. Je me suis dit, je veux vraiment parler de quelque chose qui est au niveau d'une compagnie qui engage et qui... Mais là, je fais comme, c'est de l'abattage, c'est des bûcherons. Il y a un gars de la compagnie, il m'a pas passé à côté, là. Fait que, ouais. Fait que là, j'ai une question sérieuse. OK. Il fait référence, lui qui fait le discours, là, le bûcheron. Non, mais lui, c'est le vizir bifide. Le vizir. Il s'identifie, là, puis il veut devenir le prochain vizir. Par rapport à couper les arbres, il dit, est-ce qu'on va raser jusqu'au dernier de nos aïeux? Mm-hmm. Des aïeux, c'est comme des ancêtres. Ouais. Est-ce que on est en présence d'un de carburant fossile? Carburant fossile? Non, mais tu sais, genre, c'est un résultat des serpents qui se fossilisent, puis là, ça crée comme ces arbres-là. Y a-t-il un cycle là, qui se passe pour qu'ils fassent référence aux arbres comme leurs aïeux? Dans leur culture,
les Raxiumiers représentent leurs ancêtres. Ils croient vraiment que quand tu meurs, tu deviens un Raxium, tu deviens un Raxiumier. Les fruits, c'est de là que vient... Fait que le fruit, le Raxium, l'espèce de fruit en métal bizarre, c'est de là que vient la vie. Okay. Puis il y a tout un système de croyances autour de ça. Je suis pas rentré dedans encore. Puis je veux dire qu'il y a beaucoup de ce système de croyances-là qui est de la mauvaise interprétation de la part des Serpentiens. Leur culture est off sur certaines affaires. Mais une chose que je n'ai pas dévoilée puis que je peux dévoiler maintenant sur cette partie-là de mon novum, là, l'arbre, le fruit, c'est qu'il y a effectivement une forme de vie là-dedans. Puis le Raxium détient quelque chose qui est à l'origine de la vie. OK. Fait que les Serpentiens sont au courant de ça. Ils pensent que c'est leurs ancêtres. C'est un petit peu pas ça. Puis, OK, cool. Parce qu'il y a quand même un bon mystère avec ce fruit-là. Tu sais. Ouais. Puis la nature de cet arbre-là. Puis, mais là, je pensais que j'avais un petit gotcha là, avec le fait qu'il en faisait référence à mes aïeux. J'étais comme, OK, combustible fossile, peut-être. Là, tu sais. Mais non. Ben, c'est intéressant, mais non, je peux aller là. Puis maintenant que tu dis ça, peut-être que je vais le réanalyser puis je vais l'intégrer. Je trouve ça cool. À voir. OK, il y a des références au dragon aveugle, Soisil, la bouche pleine. C'est leur dieu avec... c'est le dieu serpent. Là. Parce que moi, je vais commencer à analyser les cultures puis à voir lequel de tes... C'est cool hein, que je t'aie donné ça pour les 2 épisodes, l'espèce de cosmologie, parce que là, tu peux peut-être voir à travers ça. Ben, le dragon, la flamme du dragon, il dit « Je vois une étincelle... le fait que ce soit la bouche pleine, t'as quand même parlé de consomption, puis de l'ego, puis de brûler, tu sais. Fait que moi, c'est mon feeling à date. Là. Moi, dans ma tête, je vais le mettre dans la case Ayanif. Le dieu lumière, matière. Je pourrais le bouger, mais en ce moment, je le mets là, tu sais. OK. À cause des indices que j'ai. Mais je sais que tu me diras pas si j'ai raison pour raison. Pas pour l'instant, non. OK. Puis, il faut que tu saches que moi, j'ai fait de la création à ce niveau-là, mais je considère que je le rends canon quand je l'amène à Comme du Monde. Ouais. Là, en ce moment, c'est ça. C'est là que je suis rendu dans mon processus. Fait que quand là, je suis encore en réflexion, c'est encore mobile. Je peux encore le tasser. Puis je dis, finalement, les Serpentiens sont plus affiliés avec tel, ou ils croient plus en ça. Puis je peux encore bouger là-dedans. Bon. Écrivez-nous là, sur Discord ou... Qu'est-ce que vous voulez? Comme du monde podcast, @gmail.com. Merci. Ouais. OK, accroupi à sa base, Yeridvi lui-même, c'est 2 ailes gauches grossièrement sciées. C'est une abeille. Oui. OK. Oui, c'est un légat, un bourdon. Il a été présenté, ce personnage-là. C'était le légat qui suivait Baotis Hunauna, la mairesse de Quan, quand elle a découvert la Raxiumray. Oui. Puis il a été présenté un peu comme un personnage un peu exécrable. Ouais. C'est un général d'armée. C'est lui on devrait faire un exemple avec ça. Ouais. Fait que là, il a érigé une catapulte funéraire pour disperser les restes de la jeune guide qui... Puis cette catapulte-là trône encore au milieu du village. Elle a été coulée dans le bronze. Comme un exemple pour un rappel. Un rappel à Sinsiefi. Fait que au niveau géographie, là, je présente 3 villes ici. Phanassis, c'est la capitale de la province dans l'Empire. Mais c'est vraiment une ville de furet dans un monde de serpents. C'est pour ça que le gars l'appelle la putoiserie. Tu sais. Ouais. Après ça, Sirangfi, c'est la capitale ancestrale des serpents. C'est ta pyramide de Khéops. C'est l'affaire la plus... tu sais, ça les représente, puis ils sont cette ville-là. Sinsiefi, c'est juste une ville portuaire importante au nord, mais c'est elle qui est collée sur la Raxiumray. C'est cette ville-là, le Sinsié, qu'on a vu au dernier extrait, puis c'est celle-là qu'on voit ici aussi, où la personnage de Yggdrasil revient. Elle rampe dans le bois, puis elle revient jusqu'à Sinsiefi, arrive à Catapulte. C'est cette même ville-là. On ne sait pas encore... on sait pas encore quelle importance ça a, le fruit, le Raxium, pour l'Empire. Non. Okay. Je pense que dans l'épisode où j'ai présenté, j'ai parlé du fait que ça avait une grande valeur monétaire. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait? Encore un mystère. Puis... Ouais, je spécule. C'est sûr que dans ma tête, j'ai l'impression...
te connaissant que c'est pas juste du cash. Mm-hmm. Ça doit servir à quelque chose, ce mercure-là. Pourtant, je suis un gars de cash. Je mets beaucoup d'énergie dans ce podcast-là parce que le but, c'est qu'on fasse... c'est super lucratif, la démiurgie et l'idéolangaison. Oui, en tout cas, c'est 2 domaines qui soulèvent les foules. Tu vas là-dedans pour le blé que t'en retires. Exactement. Mais c'est ça, fait que... Non, il y a plus au Raxium. Puis c'est à explorer parce que c'est un élément central à toute la guerre. Ce que j'appelle la révolte des bifidistes, ce qu'on est en train de vivre. Bien, ça, je peux comprendre. Le fait que ça a une importance sacrée pour eux puis symbolique. Tu sais. Mais c'est ce que l'Empire va chercher avec ça, moi, qui me rend confus. Là. Tu sais, j'essaie de voir pourquoi... On ne l'a pas encore exploré, ça n'a pas encore été présenté. Une autre question. Ouais. Cette traductrice-là, qu'est-ce qui fait que elle est témoin des mêmes choses que le vizir, mais elle reste loyale au furet? Fait il y a une affaire que je trouve intéressante qui est pas... Ça va pas répondre à ta question, mais cette idée-là du loyaliste, cette idée-là de la personne qui décide de ne pas se rébeller. Puis est-ce que c'est une décision ou est-ce que c'est juste de vivre avec le statu quo puis d'avoir accepté son sort? Elle, personnellement, pourquoi elle fait pas ça, je peux pas te le dire, dans le sens où ça est peut-être juste vraiment laxiste puis elle veut pas. Mais à la fin, elle parle un peu de c'est quoi quand il y a une révolte. Tu sais, elle dit « mon grand-père ». Fait qu'il y a quelque chose un peu dans son histoire personnelle. Elle dit « pas question que je finisse écorché comme mon grand-père. M'en souviens trop bien de la dernière révolte. » Fait que les Serpentiens ont un historique. Puis pour moi, ça fait partie de ce qui les définit comme un peuple qui n'a absolument rien à voir avec leur espèce, là, mais comme un peuple. C'est un peuple en défiance constante. C'était Gaulois de l'Empire romain. Puis ils se font intégrer, mais après ça, ils vont faire une révolte, puis ils vont sécessionner. Puis après ça, ils vont se faire réintégrer, puis avec moins de droits. Ils vont faire une autre révolte, se faire sécessionner. C'est comme un mouvement de balancier où il y a des matières, il y a des matériaux que l'Empire recherche dans la péninsule de Mystelle, mais les Serpentiens sont tout le temps là pour comme mettre des bâtons dans les roues d'un empire qui voudrait juste avoir une péninsule tranquille avec du monde tranquille, comme les corbeaux sont tranquilles. Mais pourquoi les Serpentiens ne sont pas tranquilles de même? Mais leur croyance, leur religion est trop forte. Eux, ils ont vécu des millénaires d'une culture importante. Ils ont érigé des pyramides. Ils sont plus que ça. Ils ne sont pas des provinciaux dans leur âme. Fait qu'il y a tout le temps ce rapport-là. Elle accepte l'Empire, on dirait, ou du moins, elle veut pas la guerre encore comme v'là 50 ans, comme v'là 150 ans. Parce qu'elle va quand même se mettre en danger. C'est comme si elle savait que ça allait être écrasé, cette révolte-là. Ouais. Fait qu'elle se prépare une place dans l'Empire. C'est passé la dernière fois. C'est ça, ouais. Fait que peut-être qu'elle se dit aussi, le plus vite que c'est écrasé, le moins de morts, le moins de casualties. Tu sais, genre, elle essaye de faire... De contribuer au moindre mal. Puis, mais ça, c'est comme tellement une grosse discussion. T'as vraiment, en fait, t'as beaucoup d'espace pour un beau mensonge aussi. Là. Mm-hmm. Cette dualité-là, le loyaliste versus quand j'ai rebelle. Quand j'ai commencé à écrire ce texte-là, j'avais ça en tête. Puis j'étais comme, c'est un personnage que je pourrais aller explorer. Malheureusement, mon concept de lettre au tribun l'empêche. Ouais. Ben, allez, à voir un jour. Si tu triches, ça peut fonctionner. Ouais. Okay. Ben, merci beaucoup. Super beau texte. Merci. Puis on se voit la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, Julien. Bye bye. Bye. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au commedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.